Je m'appelle Camille Leroy et pendant 10 ans, j'ai cru avoir la vie dont la plupart des femmes ne font que rêver. Nous vivions dans une belle échoppe bordelaise dans le quartier Nansouty, à Bordeaux. Le genre de maison avec une petite cour à l'avant, des fougères suspendues et une cuisine qui sentait toujours le café chaud. Antoine et moi nous étions rencontrés à la fin de la vingtaine lors d'un dîner chez des amis communs. Il était architecte, grand et mesuré dans tout ce qu'il entreprenait. Le genre d'homme qui se souvenait de la façon dont vous preniez votre café et qui vous tenait la porte sans en faire tout un spectacle. Nous nous sommes mariés après 2 ans de vie commune. J'étais professeur de lettres modernes au lycée. Nous avions un golden retriever nommé Gaston, un potager qui ne fonctionnait qu'à moitié, et des dimanches matins aux capucins qui n'appartenaient qu'à nous. Nous n'avions pas d'enfants, non pas par tragédie, mais par choix. Nous en avions parlé, nous avions tourné autour du sujet, et nous avions tranquillement convenu que notre vie semblait complète telle qu'elle était. Je n'ai jamais remis ça en question. Je ne remettais jamais grand-chose en question nous concernant. Ce fut ma première erreur. Les signes, quand j'y repense aujourd'hui, n'ont jamais été invisibles. Ils portaient juste des vêtements ordinaires, et je continuais à les confondre avec l'usure normale du quotidien. Tout a commencé par des petits riens. Antoine avait toujours été quelqu'un de secret. C'était une partie de ce qui m'avait attiré chez lui, ce côté contenu et indépendant. Alors, quand il a commencé à quitter la pièce pour prendre des appels, je n'y ai pas immédiatement prêté attention. Les architectes reçoivent des coups de fil à des heures impossibles. Les projets prennent du retard. Les clients paniquent. Je me racontais ces choses-là et j'y croyais, de la façon dont on croit à quelque chose parce que l'alternative exige un courage auquel on n'est pas encore prêt. Puis sont venus les déplacements. Le cabinet d'Antoine avait une antenne régionale à Toulouse, à environ 2h30 de chez nous. Il avait toujours fait des voyages occasionnels, mais quelque part autour de la 7e année de notre mariage, les trajets se sont multipliés. Une fois par mois est devenu 2 fois, puis une semaine sur 2. Il avait toujours des explications. Un grand projet d'aménagement mixte, une rénovation historique qui prenait du retard, un client qui exigeait des réunions en présentiel. Les explications n'étaient jamais invraisemblables. C'était ça, le truc avec Antoine. Il n'était jamais négligent. Il était précis en toutes choses, y compris dans ses mensonges. J'ai remarqué qu'il avait changé le code de son téléphone. Je l'ai remarqué de la même façon qu'on remarque qu'un meuble a été déplacé. Pas tout de suite, mais à cet instant précis où l'on cherche quelque chose et où la main ne trouve que le vide. Je lui ai posé la question une fois, l'air de rien. La façon dont on pose une question quand on a déjà peur d'en connaître la réponse. Il a répondu que son service informatique avait envoyé une mise à jour de sécurité pour toute l'entreprise. Il m'a montré un email pour le prouver. J'ai hoché la tête et j'ai laissé couler. Pourquoi ai-je laissé couler? Parce que je l'aimais. Parce que 10 ans, c'est long. Et que j'avais construit toute ma vie d'adulte autour de ce temps-là. Parce qu'une part de moi comprenait que si l'on tire sur un fil, tout peut se détricoter. Et je n'étais pas prête à vivre dans ce détricotage. Mais le corps c'est des choses que l'esprit refuse de voir. J'ai commencé à mal dormir. Je me réveillais à 2 ou 3 heures du matin et je restais allongé dans le noir à écouter Antoine respirer. Et je sentais quelque chose de froid et d'informe peser sur ma poitrine. Pas de la jalousie exactement, quelque chose de plus ancien que ça, quelque chose qui ressemblait plutôt au deuil. J'ai essayé de lui parler, pas de mes soupçons. Je n'arrivais pas à les formuler assez clairement pour ça, mais de nous, de la distance, de ce sentiment que j'avais, vague mais persistant, que nous devenions des étrangers partageant un prêt immobilier et un chien. Il m'a écouté. Il a toujours été doué pour écouter. Il a dit qu'il était sous pression. Il a dit qu'il était désolé. Il m'a prise dans ses bras cette nuit-là et j'ai presque réussi à me convaincre que j'avais tout imaginé. Presque. C'est un mardi soir de novembre que tout a basculé. Antoine était de nouveau à Toulouse et je corrigeais des copies sur la table de la cuisine, Gaston endormi à mes pieds. La pluie battait contre les vitres de cette façon si particulière au sud-ouest en automne, qui d'habitude me réconforte. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu. J'ai cru à un message de spam ou à une erreur. J'ai failli reposer le téléphone sans le lire. Mais je ne l'ai pas fait. Bonjour Camille. Je m'appelle Mélanie Dupont. Je pense qu'il est temps que vous sachiez la vérité sur votre mari. Antoine et moi sommes ensemble depuis 10 ans. Nous avons 2 enfants, un garçon de 7 ans et une fille de 4 ans.
Il mène une double vie. Il m'a choisi. Je pensais que vous méritiez de le savoir. Je l'ai lu 3 fois. Puis j'ai reposé le téléphone face contre table, très délicatement. Comme on pose un objet fragile. Et je suis resté complètement immobile pendant que Gaston bougeait dans son sommeil et que la pluie continuait de tomber. 10 ans, 2 enfants. Il m'a choisi. Les mots ne m'ont pas frappé comme un coup de poing. Ils m'ont frappé comme un diagnostic médical. Le genre qu'un médecin vous annonce doucement, le genre que vous saviez déjà imminent avant même de vous asseoir dans son cabinet. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas appelé Antoine. Je n'ai appelé personne. J'ai repris le téléphone et j'ai passé un seul appel. Ni à mon mari, ni à une amie, mais à une avocate. L'avocate que j'ai appelée s'appelait Maître Sophie Rousseau. Je l'avais rencontrée 3 ans plus tôt lors d'un événement caritatif pour le rectorat. Elle siégeait au conseil d'administration, je représentais le syndicat enseignant. Nous étions restés vaguement en contact, comme le font les femmes actives, échangeant de temps à autre des emails ou liquant nos publications respectives. Je n'aurais jamais imaginé l'appeler pour ça. Elle a décroché à la 3e sonnerie malgré l'heure tardive. Je lui ai raconté ce qui s'était passé d'une voix si plate et si posée que j'en étais moi-même effrayé. Elle n'a pas immédiatement exprimé de choc ou de compassion. Elle m'a posé 3 questions. Étais-je en sécurité? Antoine était-il à la maison? Avions-nous des comptes bancaires joints? En sécurité, oui. Non, il n'était pas là. Oui, nous en avions plusieurs. Ne déplacez aucun fonds, Matt et elle dit. Ne le confrontez pas. Ne supprimez pas ce message. Faites une capture d'écran, sauvegardez-la et envoyez-la vous par email sur une adresse privée à laquelle il n'a pas accès. Pouvez-vous faire ça ce soir? J'ai dit oui. Je libère du temps demain après-midi. Venez à mon cabinet à 14 heures. Après avoir raccroché, je suis resté dans cette cuisine pendant un long moment. La pluie s'était calmée. Gaston s'était réveillé et avait posé sa tête sur mes genoux. J'ai laissé ma main reposer sur son crâne comme je le faisais toujours, sentant sa chaleur, sa constance. Les chiens savent quand quelque chose ne va pas. Il n'a pas bougé pendant 1 heure. J'ai essayé de faire le calcul. 10 ans, ce qui signifiait que la liaison avait commencé presque au début de notre mariage, ou peut-être même avant. Le garçon avait 7 ans. Cela voulait dire que Mélanie était tombée enceinte la 3e année de notre mariage, peut-être la 2e. J'ai réfléchi à ça. J'ai pensé à ce à quoi ressemblait notre 3e année. Nous étions partis en Italie cet été-là. J'avais encore les photos sur mon ordinateur, Antoine le bras autour de mes épaules devant le Panthéon, tous les deux plissant les yeux face au soleil. Était-elle déjà enceinte à ce moment-là? Le savait-il déjà? L'arithmétique était brutale. 2 enfants, cela signifiait 2 grossesses, 2 accouchements, 7 ans à élever une famille en parallèle de la nôtre. Ce n'était pas une aventure. C'était une seconde vie. Soigneusement construite, constamment entretenue, délibérée dans les moindres détails. La précision de tout cela, la précision d'Antoine que j'avais autrefois admirée, me faisait maintenant l'effet d'une forme de violence. Je n'ai pas pleuré cette nuit-là. Je ne sais pas trop pourquoi. Peut-être parce que pleurer exigeait de ressentir, et que ressentir exigeait d'accepter ce qui était vrai, et qu'un mécanisme de survie en moi gardait cette porte fermée jusqu'à ce que j'ai fait ce qui devait être fait. J'ai toujours été comme ça. Ma mère disait toujours que j'étais d'une bonne souche paysanne auvergnate. On pleure plus tard, une fois le travail terminé. Je me suis forcé à manger quelque chose. Une tartine. Je me suis brossé les dents. J'ai fait les gestes d'une soirée normale alors que quelque chose de fondamental était en train de se démanteler en moi. Silencieusement, comme un immeuble qu'on démolit étage par étage. Dans mon lit, j'ai fixé le plafond et j'ai fait une liste. Pas sur papier, dans ma tête, comme j'avais toujours eu l'habitude de tout organiser. Que savais-je réellement? Que devais-je découvrir? Que pouvais-je prouver? Et qu'est ce qui n'était encore que la parole de Mélanie contre celle d'Antoine? Ce que je savais, le message existait. Antoine faisait des voyages fréquents et inexpliqués à Toulouse. Son comportement avait changé au fil des ans de manière que j'avais choisi de ne pas examiner. Son téléphone était verrouillé. Il y avait des appels que je n'avais jamais eu le droit d'entendre. Ce dont j'avais besoin, des documents, des relevés financiers, des preuves du second foyer, des enfants, de cette double vie prolongée.
Si ce que disait Mélanie était vrai, et un instinct glacial en moi me disait que ça l'était, alors il y aurait des traces partout. L'argent ne disparaît pas sans laisser de piste. 10 ans à subvenir aux besoins de 2 enfants, ça laisse des marques. Et puis quelque chose a basculé en moi. Vers 3 heures du matin, alors que Gaston ronflait doucement au pied du lit et que la maison était parfaitement silencieuse autour de moi, j'ai arrêté d'être en deuil et j'ai commencé à planifier. J'avais 3 avantages que Antoine ignorait. Premièrement, j'étais co-titulaire de tous les comptes financiers que nous partagions. Deuxièmement, Maître Sophie Rousseau n'était pas seulement une avocate en droit de la famille, elle était l'une des meilleures avocates spécialisées dans les divorces complexes au barreau de Bordeaux, réputée pour son expertise en traçabilité financière. Et troisièmement, peut-être le plus important, Antoine pensait que je ne savais rien. C'était son erreur. J'avais passé 10 ans à l'observer exercer sa précision, sa gestion minutieuse des apparences. Il y excellait. Mais il avait commis une erreur fondamentale, il m'avait sous-estimé. Il avait vu ce qu'il voulait voir. Une épouse confiante, une femme satisfaite de son petit confort domestique, quelqu'un qui prenait les choses pour argent comptant. Il ne s'était jamais demandé ce que je ferais si j'arrêtais d'être cette personne-là. J'ai repensé au message de Mélanie. Il m'a choisi. L'assurance de cette phrase, sa cruauté. Elle avait écrit ce message pour me blesser, pour établir une hiérarchie, pour me faire sentir petite et remplaçable. Ce qu'elle ne comprenait pas, ce qu'aucun d'eux ne comprenait, c'est que je n'avais aucune intention d'entrer en compétition. Je n'allais pas me battre pour un homme qui avait bâti un mensonge si élaboré et si long qu'il avait dévoré 10 ans de ma vie. Ce que j'allais faire, c'était m'assurer qu'à la fin de tout ça, ce serait moi qui serais encore debout. J'ai rencontré Maître Rousseau le lendemain après-midi. Je suis entré dans son bureau au 4e étage d'un immeuble en pierre de taille du centre-ville, je me suis assise face à son bureau et j'ai posé mon téléphone sur la table avec le message de Mélanie affiché à l'écran. Sophie l'a lu. Elle m'a regardé fixement. Racontez-moi tout. C'est ce que j'ai fait. Son bureau était épuré et sobre, comme le sont souvent les bureaux des gens sérieux. Pas de désordre, pas de sentimentalisme exposé, juste des étagères de jurisprudence et une simple gravure encadrée de Simone Veil sur le mur derrière elle. Je me souviens avoir remarqué cette gravure. Je la trouvais rassurante. Nous avons parlé pendant 2 heures. J'ai étalé tout ce que je savais, la chronologie des changements de comportement, les voyages à Toulouse, le téléphone verrouillé, le message. Sophie écoutait sans m'interrompre, prenant des notes dans un carnet relié en cuir avec un stylo plume, de manière délibérée et à l'ancienne. Quand j'ai eu terminé, elle a posé son stylo. Ça ne va pas être simple, a-t-elle dit. Mais ce n'est pas non plus impossible. Si ce que dit cette femme est exact et que Antoine a soutenu financièrement un second foyer pendant 7 ans ou plus en utilisant les biens de la communauté, cela constitue une dissipation des biens communs. Les tribunaux français prennent cela très au sérieux. Elle m'a orienté vers un expert comptable spécialisé, un homme nommé Thomas Chen, qui travaillait 2 étages plus bas dans le même immeuble. Sophie m'a précisé, avec une pointe de satisfaction imperceptible, qu'il avait auparavant travaillé comme auditeur pour une grande banque régionale et qu'il savait exactement où allait l'argent quand on essayait de le faire disparaître. Je les ai engagés tous les 2 cet après-midi-là. J'ai payé les provisions sur honoraires avec une carte de crédit que j'avais à mon propre nom depuis avant notre mariage. Un petit fil d'indépendance financière que j'avais conservé presque sans y penser. Comme on garde un double de clés dans un tiroir, au cas où. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté à notre agence bancaire. Je n'ai déplacé aucun fonds. J'ai simplement demandé les relevés des 6 derniers mois de nos comptes joints, une démarche que j'étais tout à fait en droit de faire en tant que co-titulaire. Et je me suis assise dans ma voiture sur le parking pour commencer à regarder. Ça n'a pas pris longtemps. Les retraits étaient réguliers et suivaient un schéma précis, toujours des montants juste en dessous du seuil qui aurait déclenché une alerte, toujours les mêmes jours du mois. Entre 1 500 € et 2 000 €, retirés en espèces ou transférés vers un compte que je ne connaissais pas. Rien que sur 6 mois, plus de 10 000 €. J'ai photographié chaque page avec mon téléphone et envoyé les images par email à Sophie avant même de démarrer le moteur. Antoine est rentré de Toulouse 2 jours plus tard. Il a passé la porte d'entrée avec son sac de voyage et son habituel sourire à moitié désolé, à moitié soulagé, l'expression d'un homme retrouvant le confort d'une vie qu'il avait négligée. Je lui ai tendu un verre de vin et je lui ai posé des questions sur son voyage. Je l'ai observé très attentivement pendant qu'il répondait. Il était bon. Il était même très bon. Les détails étaient précis.
La fatigue semblait réelle. La transition entre le retour de voyage et le retour à la maison paraissait authentique. Si je n'avais pas su ce que je savais, je l'aurais cru sur parole. Mais je savais. Et donc j'observais l'homme avec qui j'étais marié depuis 10 ans comme si j'observais un inconnu, cataloguant chaque mot, chaque geste, archivant le tout. Il a remarqué quelque chose. Je l'ai vu au petit ajustement qu'il a fait, un subtil recalibrage, la façon dont une personne jauge la température d'une pièce avant d'y entrer complètement. Il m'a regardé une fois à travers la cuisine avec une expression que je n'arrivais pas vraiment à nommer. Pas de la méfiance, quelque chose de plus proche de la vigilance. « Tu as l'air silencieuse », a-t-il dit. « Grosse semaine », ai-je répondu, « beaucoup de copies. » Il a hoché la tête. Il s'en est contenté. C'était ça le truc avec une décennie de mariage. On accumule tellement de raccourcis qu'un mensonge peut s'y glisser de manière invisible. Mélanie, je l'ai appris plus tard, attendait une réponse à son message. Elle l'avait envoyé en s'attendant soit à un effondrement, soit à une confrontation. Des larmes, des accusations, un appel paniqué à Antoine. Elle voulait une réaction. Ce qu'elle a obtenu, c'est le silence. Et le silence, pour quelqu'un comme Mélanie, représentait en soi une forme de menace. Je le sais à cause de ce qu'elle a fait ensuite. Elle a envoyé un deuxième message 4 jours après le premier. Celui-ci était plus court. Je vois que vous avez reçu mon message. Je veux que vous sachiez que je n'irai nulle part. Nous sommes une famille. Quoi que vous pensiez faire, ça ne changera rien. Je l'ai transféré à Sophie sans y répondre. Sophie m'a dit de continuer exactement comme ça. Laissez-la parler, m'a-t-elle dit. Chaque message qu'elle envoie est une preuve de son état d'esprit. La preuve, la première véritable preuve documentaire irréfutable, est arrivée par Thomas Chen un jeudi matin, 10 jours après mon premier rendez-vous dans le bureau de Sophie. Il m'a appelé à 8h15. Madame Leroy, a-t-il dit, j'ai retracé les virements récurrents depuis votre compte joint. Le compte bénéficiaire est au nom de Mélanie Dupont dans une banque à Toulouse. Les transferts remontent à au moins 6 ans dans les relevés que j'ai obtenus pour l'instant. Je continue de remonter le temps. Je me suis assise sur le bord du lit. Gaston est venu se presser contre ma jambe. Combien ? Ai-je demandé. Une brève pause. Sur les 6 années de relevés que j'ai actuellement, environ 140 000 euros. Le chiffre est resté suspendu dans l'air de ma chambre comme un objet physique. 140 000 euros de notre argent. Mon argent. L'argent que j'avais gagné en corrigeant des copies, en préparant mes cours, en assistant à des réunions interminables, transféré mois après mois sur le compte de Mélanie Dupont, dans leur vie, pour construire. Quelque chose qui était censé m'être caché à tout jamais. Merci, Thomas, ai-je dit très doucement. J'ai raccroché. J'ai regardé par la fenêtre notre petite cour, les fougères, la rue que j'avais descendue chaque matin pendant 10 ans. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Il n'y avait plus que la marche en avant. Sophie a déposé la requête en divorce le lundi suivant. Nous avions passé la semaine précédente à préparer chaque document, les relevés bancaires, les historiques de virement, le rapport d'expertise préliminaire de Thomas Chen, les 2 SMS de Mélanie, et une déclaration sur l'honneur que j'avais rédigée et signée détaillant les changements de comportement que j'avais observés au fil des ans. C'était exhaustif. C'était méthodique. Sophie m'a dit que c'était l'un des dossiers initiaux les plus propres avec lesquels elle avait jamais travaillé, et j'ai compris qu'elle le pensait comme un compliment. La requête invoquait la rupture définitive du lien conjugal et mentionnait comme point financier distinct la dissipation des biens de la communauté, un terme juridique qui signifiait en langage clair que mon mari avait volé notre argent commun pour financer le foyer d'une autre femme pendant près d'une décennie. Antoine a reçu l'assignation à son cabinet le mardi après-midi. Je savais à peu près à quelle heure le commissaire de justice passerait. J'étais au lycée, assise en réunion pédagogique sur le programme d'automne, regardant l'horloge avec un calme intérieur étrange. Il m'a appelé 17 minutes après le départ du commissaire de justice. J'ai laissé sonner jusqu'au répondeur. Il a rappelé 4 fois dans l'heure qui a suivi. Je les ai laissés filer aussi. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, je l'ai trouvé assis dans la cuisine, les papiers étalés sur la table devant lui, son visage affichant une expression que je ne lui avais jamais vue. Une sorte d'expressivité désorganisée, le contrôle qui lui échappait sur les bords. Antoine, qui était toujours contenu, toujours mesuré, ressemblait pour la première fois à un homme qui ne savait pas quoi faire de ses mains. Camille.
Sa voix a déraillé. Il faut qu'on parle de ça. Tu peux parler à mon avocate, ai-je répondu. J'ai décroché la laisse de Gaston et je la lui ai attachée. Maître Sophie Rousseau. Ses coordonnées sont sur le document. J'ai emmené Gaston se promener. J'ai marché pendant 45 minutes dans notre quartier pendant que la dernière lumière du printemps filtrait à travers les arbres. Et je n'ai ressenti ni bonheur ni triomphe, mais quelque chose de plus silencieux et de plus durable. Quelque chose qui ressemblait à la terre ferme. L'escalade est venue de Mélanie. J'aurais dû m'y attendre. Je m'y attendais dans l'absolu, mais la forme précise que cela a pris m'a quand même prise au dépourvu. Elle a appelé mon lycée. Pas mon téléphone personnel, le numéro d'accueil du lycée. Elle s'est présentée à la secrétaire comme une parente d'élève inquiète au sujet d'un professeur de français. Elle a été transférée au bureau de la proviseure adjointe, à qui elle a raconté une histoire montée de toutes pièces comme je le prouverai plus tard selon laquelle je me serais comporté de manière erratique et non professionnelle envers un élève. Je l'ai appris par ma proviseure adjointe, Madame Dubois, qui m'a convoqué dans son bureau avec l'expression d'une femme déjà gênée par ce qu'elle s'apprêtait à dire. C'était quelqu'un de juste, Madame Dubois. Elle m'a répété exactement ce qui lui avait été rapporté, puis elle a ajouté prudemment, j'ai vérifié le nom de l'élève qu'elle a cité. Il a été transféré au lycée Montaigne en février. Il n'a pas mis les pieds dans cet établissement depuis 3 mois. Elle a tout inventé, ai-je dit. Madame Dubois m'a regardé fixement. C'est ce que je soupçonne. Je ne donne pas suite, mais j'ai pensé que vous deviez savoir que quelqu'un essaie de vous causer des ennuis au travail. Je suis retourné dans ma salle de classe. Je suis resté assise à mon bureau pendant un moment. Puis j'ai transféré le compte-rendu de Madame Dubois auquel avait accepté de m'envoyer par un bref email à Sophie, avec ce mot, harcèlement sur mon lieu de travail. A versé au dossier. 2 jours plus tard, Antoine est venu à la maison pendant que j'y étais. Il est arrivé avec un homme que je ne connaissais pas. Un avocat, ai-je supposé à la vue du costume et de l'attaché-case, bien que ce ne soit personne que j'ai déjà vu. Ils se sont tenus devant l'entrée et Antoine a parlé à travers la porte entr'ouverte. « Je veux te parler de ce que tu es en train de faire, a-t-il dit. Tu fais une grave erreur. Si tu continues dans cette voie, ça va nous faire du mal à tous les deux. On peut négocier. On peut régler ça à l'amiable, en privé. Appelle Sophie, ai-je répondu. Camille. Sa voix a changé. Quelque chose de plus dur perçait en dessous. Tu ne comprends pas dans quoi tu t'embarques. Ces relevés financiers, il y a des explications pour tout ça. Mon avocat dit que ce que tu as déposé est agressif et, franchement, c'est de la vengeance. Si tu pousses le bouchon, on ripostera. Nous avons des arguments. Appelle Sophie, ai-je répété, et j'ai refermé la porte. Mes mains tremblaient légèrement en retournant dans la cuisine. Je suis resté devant l'évier à respirer un instant. Puis les tremblements ont cessé et ont laissé place à quelque chose de plus solide. Ils avaient peur. C'était ça la réalité. S'il avait été confiant, il aurait appelé Sophie lui-même. Au lieu de ça, il était venu ici, à cette porte, pour me regarder dans les yeux et essayer de me faire reculer, comme j'avais reculé pendant des années. Pas cette fois. Ils ont battu en retraite. Les appels ont cessé pendant une semaine. La pression est retombée. J'ai conduit jusqu'au Cap Ferret ce week-end-là. J'ai loué une petite chambre et j'ai passé 3 jours à marcher sur la plage, à lire et à dormir 10 heures par nuit. Gaston est venu avec moi. J'avais besoin de me rappeler ce que ça faisait d'exister en dehors de ce combat, d'être une personne avec un corps qui avait besoin de l'air salin, de sommeil et du bruit des vagues. Quand je suis rentré à Bordeaux le dimanche soir, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, j'étais prête. La semaine de mon retour du bassin des Arcachons, une lettre est arrivée de l'avocat d'Antoine. Elle était soigneusement formulée. 3 pages de jargon juridique qui se résumait à une offre simple, accepter un accord modeste et partir sans faire de vagues. La lettre invoquait la complexité des questions financières en jeu et la volonté des 2 parties d'éviter un long litige. Elle suggérait que la procédure d'expertise comptable était prématurée et potentiellement préjudiciable aux intérêts financiers des 2 parties. Je l'ai lue à la table de ma cuisine avec une tasse de café, puis je l'ai prise en photo et l'ai envoyée à Sophie. Elle a appelé dans l'heure. Ils sont terrifiés par le rapport d'expertise, m'a-t-elle dit. Cette offre est insultante. C'est environ 30% de ce à quoi vous avez réellement droit. Ne leur répondez pas, laissez-moi m'en charger. Faites, lui ai-je dit.
Je n'ai rien ressenti en posant mon téléphone. Ni soulagement, ni colère, ni la moindre once de cette tentation sur laquelle je pense qu'il comptait. J'avais eu peur qu'une offre de règlement amiable ne m'affaiblisse, qu'une part de moi, fatiguée et en deuil, ne voie le mot terminé et ne veuille s'y accrocher. Mais j'ai regardé cette lettre et je n'ai ressenti qu'une immense lucidité. Ils ne m'offriraient jamais rien que je n'ai pas à arracher de haute lutte. Chaque concession de leur part viendrait de la pression, des preuves, de l'avancée lente et inexorable d'une procédure judiciaire qu'ils ne pouvaient plus contrôler. Ma propre froideur m'a surprise. Je pensais que le chagrin serait l'émotion dominante. Au lieu de cela, c'était devenu autre chose. Une sorte d'aplomb organisé, le sentiment qu'enfin, à 41 ans, j'avançais dans le monde avec les yeux grands ouverts. Mais je savais que je ne pourrais pas le faire seul. Pas émotionnellement. La machine judiciaire était en marche, et j'y faisais confiance. Mais il y a une solitude particulière qui naît du fait de vivre au cœur d'une catastrophe que la plupart des gens de votre vie quotidienne ignorent. Je n'en avais parlé à personne. Ni à mes collègues, ni à mes voisins, ni même à ma sœur qui vivait en Bretagne. J'ai tout dit à ma sœur un jeudi soir. Je me suis assise sur la terrasse avec mon téléphone et un plaid, le jardin plongé dans l'obscurité, et je lui ai tout raconté. Elle s'appelle Jeanne, elle a 5 ans de plus que moi et a toujours été la plus forte de nous deux. Elle n'a pas dit grand-chose pendant que je parlais. Quand j'ai terminé, elle est restée silencieuse un moment. « Tu arrives à dormir ?» a-t-elle demandé. « Mieux qu'avant. »« Tu manges ?» ?»« Oui. »« D'accord, » a-t-elle dit. « Alors tu vas t'en sortir. »« Tu le sais, n'est-ce pas ?» Je ne le savais pas. Pas encore. Mais l'entendre le dire m'a aidé. Elle a conduit depuis Nantes ce samedi-là, elle y avait déménagé 6 ans plus tôt pour un poste à l'université, et nous avons passé la journée à flâner au marché des quais et à déjeuner au bord de la Garonne. Elle ne m'a pas obligé à en parler constamment. Elle comprenait que parfois, la chose la plus utile qu'une autre personne puisse faire est simplement de s'asseoir à vos côtés au milieu d'une journée normale et de laisser cette normalité suffire. J'ai également trouvé, sur recommandation de Sophie, un groupe de parole pour les femmes traversant des divorces conflictuels. J'étais réticente au début. Je n'ai jamais été quelqu'un qui se livre facilement à des inconnus, mais j'y suis allé une fois, un mercredi soir, dans une salle associative du centre de Bordeaux. Je me suis assise dans un cercle de 9 femmes d'âge divers, j'ai écouté pendant la première heure et puis j'ai parlé pendant 10 minutes. Et quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai arrêté de me sentir folle. C'est ce que l'isolement m'avait fait, j'en prenais conscience, il me faisait douter de mes propres perceptions, remettre en question mes propres décisions, me demander si j'étais trop dure, trop agressive, trop exigeante. M'asseoir dans une pièce avec des femmes qui avaient été manipulées, trompées et spoliées financièrement, et qui étaient toujours debout, toujours en train de se battre, cela a recalibré quelque chose en moi. Cela m'a rappelé que ce que je faisais n'était pas un acte de cruauté. C'était un acte de préservation de soi. J'y suis retourné le mercredi suivant, puis celui d'après. Pendant ce temps, Antoine et Mélanie semblaient faire profil bas. Sophie m'a expliqué que c'était conforme à une stratégie juridique. Ils gagnaient du temps, attendant de voir si j'allais craquer. Antoine avait cessé d'appeler. Il séjournait dans un hôtel du quartier des Chartrons. Je le savais grâce aux documents du tribunal qui mentionnaient son adresse. Mélanie était devenue silencieuse aussi. Plus de messages. Je me surprenais parfois à penser à elle, pas avec haine, avec quelque chose de plus complexe. Elle connaissait mon existence depuis 10 ans. Elle avait été pleinement et consciemment impliquée là-dedans aussi longtemps que Antoine. Elle avait fait le calcul, année après année, que ce qu'elle obtenait valait bien ce à quoi elle participait. Et elle avait envoyé ce message, « Il m'a choisi », avec une telle certitude. Le croyait-elle vraiment? Ou avait-elle essayé de s'en convaincre? Je ne le savais pas. Je n'avais pas besoin de le savoir. Ce que je savais, c'est qu'elle observait. Tous les deux observaient pour voir ce que j'allais faire. Je les ai laissés regarder. Ils sont venus un samedi matin de la fin avril, alors que le cornouiller de la cour avant était en fleurs et que la rue était calme. J'étais dans la cuisine quand j'ai vu la voiture d'Antoine se garer. Puis j'ai vu la portière passager s'ouvrir et j'ai compris de quoi il retournait. Il l'avait amenée. Mélanie Dupont était plus petite que je ne l'avais imaginé. Des cheveux bruns, des vêtements pratiques, le genre de visage qui aurait pu être chaleureux dans un autre contexte.
Elle se tenait sur mon allée à côté de mon mari et ancien mari dans tous les sens qui comptaient désormais pour moi, où elle a vu deux ensemble devant ma maison, dans ma rue, a été l'une des expériences les plus surréalistes de ma vie. Pendant un instant, le monde est devenu très plat et étrange. Puis j'ai pris une grande inspiration. J'ai ouvert la porte avant qu'il ne frappe. Camille. La voix d'Antoine était soigneusement posée. Basse, raisonnable, conciliante. On veut juste parler. 10 minutes. C'est tout. Je l'ai regardée. Je l'ai regardée, elle. Vous avez 5 minutes sur le seuil, ai-je dit. Je ne vous invite pas à entrer. Ils ont monté les marches. Je suis resté dans l'encadrement de la porte et j'ai attendu. Antoine a parlé le premier. Il avait clairement préparé ça. Les mots étaient trop lisses pour être improvisés. Il était désolé. Il savait qu'il avait causé de la douleur. Il n'était pas là pour excuser ce qui s'était passé, mais il me demandait de réfléchir si la voie dans laquelle je m'engageais était vraiment ce que je voulais. Est-ce que traîner ça devant les tribunaux, tout rendre public, passer des années en procédure judiciaire était vraiment dans mon intérêt? Il y avait un moyen plus simple. Plus discret. L'expertise comptable, a-t-il dit, va être sordide pour nous deux. Des choses vont ressortir qui? Camille, il y a des implications professionnelles pour moi, pour mon cabinet. Si ça fuite. Ce n'est pas moi qui ai rendu ça sordide, ai-je répondu. Il a marqué une pause. Puis Mélanie a pris la parole. Ça m'a surprise. Elle s'était tenue légèrement en retrait de lui, et j'avais supposé que la représentation était de lui seul. Je sais ce que vous devez penser de moi, a-t-elle dit. Sa voix était mesurée. Elle aussi s'était préparée. Et je le comprends. Mais je suis mère. Mes enfants ont un père qui les aime, et cette procédure, ces accusations vont les affecter. Ils ont 7 et 4 ans. Ils ne comprennent rien à tout ça. Je vous demande, de femme à femme, de penser à eux. Je l'ai regardé longuement. De femme à femme. Elle m'avait écrit, il m'a choisi dans un SMS conçu pour me dévaster et se tenait maintenant sur mon palier en invoquant notre solidarité féminine. Vos enfants, ai-je dit lentement, ont été mis dans cette situation par des décisions que vous et mon mari avez prises ensemble. Ce n'est pas ma responsabilité de gérer ça. Son expression a légèrement changé. Une crispation autour des yeux, le masque qui s'ajustait. Nous ne sommes pas là pour te menacer, s'est empressé de dire Antoine. Nous sommes là pour offrir une solution. Si tu retires la plainte pour dissipation des biens, juste cette partie-là. On peut régler tout le reste rapidement et équitablement. Sophie et mon avocat peuvent fixer les termes en 1 semaine. Tu en serais débarrassé. Voilà. C'était pour ça qu'il était venu. J'y ai réfléchi, non pas parce que j'étais tenté, mais parce que je voulais comprendre pleinement l'ampleur de ce qu'il m'offrait. Il voulait que je laisse tomber la réclamation qui avait le plus de mordant juridique et financier. La dissipation des biens communs était l'élément qui pouvait exposer Antoine à la responsabilité la plus lourde. Sans cela, les dégâts étaient gérables. Avec, ils avaient véritablement peur. Non, ai-je dit. Le flegme d'Antoine s'est fissuré très légèrement, juste un instant. Camille, sois raisonnable. Ce n'est pas. Tu ne prends pas en compte la situation dans son ensemble. Je la prends en compte très clairement, ai-je répondu. Le masque de Mélanie a glissé un peu plus. La chaleur qu'elle avait convoquée avait disparu. Vous faites ça par pure méchanceté, a-t-elle craché. Et sa voix avait maintenant un tranchant qui m'a fait comprendre que c'était là sa vraie voix. Celle sous le discours préparé. Vous voulez nous punir. Ce n'est rien de plus. Non, ai-je répété. Il s'agit juste de récupérer ce qui m'appartient. Ils sont restés sur mon palier encore un instant, et je les ai regardés se recalibrer. Eux deux, dans leur projet commun de me gérer, échouant en direct. Puis Antoine a marmonné quelque chose dans sa barbe que j'ai choisi d'ignorer, et ils ont fait demi-tour pour descendre les marches. Je suis resté sur le pas de la porte à les regarder monter dans la voiture. J'ai regardé la voiture s'éloigner. Puis je suis rentré, je suis resté dans la cuisine et je me suis autorisé à le ressentir. Ce petit filet froid de peur. Parce que ce n'étaient pas des gens inoffensifs et que ça ne s'était pas bien passé pour eux. Et je savais que quand des gens comme ça échouaient avec l'approche douce, ils n'abandonnaient pas simplement. Mais la peur ne m'a pas affaibli. Elle avait cessé de faire ça. Au contraire, elle a clarifié les choses.
Comme l'air glacial clarifie un matin d'hiver, elle a tout mis au point, m'a rappelé les enjeux, a confirmé que j'étais dans un vrai combat contre des gens qui avaient des ressources, de la motivation et plus rien à perdre à faire escalader la situation. Très bien, ai-je pensé. Qu'il escalade. Qu'ils montrent au tribunal exactement qui ils sont. J'ai appelé Sophie l'après-midi même et je lui ai raconté ce qui s'était passé. Elle est restée silencieuse un moment. Documenter cette visite, a-t-elle dit. L'heure exacte, qui était présent, ce qui a été dit. Je veux ça par écrit pour lundi. C'est déjà commencé, ai-je répondu. L'audition devant le juge et les avocats était fixée un jeudi début juin dans une salle de réunion de l'ordre des avocats. J'avais passé la semaine précédente à revoir le rapport financier avec Thomas Chen, épluchant chaque chiffre, chaque transaction retracée, chaque compte lié. Je connaissais les chiffres mieux que Antoine. C'était la chose sur laquelle il n'avait pas compté, fondamentalement, je suis prof, et les profs savent comment étudier un dossier. Je suis arrivé avec 15 minutes d'avance. Sophie était déjà là. Ces dossiers étaient disposés de cette manière si particulière et organisée que j'avais fini par reconnaître comme étant sa version du calme. Pas l'absence d'émotions, mais des émotions entièrement converties en efficacité. Elle m'a regardé quand je suis entré et m'a demandé « Comment allez-vous » Prête, ai-je répondu. Antoine est arrivé avec son avocat, un homme nommé Maître Lemaire, que Sophie m'avait décrit comme techniquement compétent mais pas particulièrement imaginatif. Mélanie est arrivée séparément avec son propre conseil, une situation qui s'était développée au cours des 2 dernières semaines quand il était devenu évident que les intérêts de Mélanie et ceux d'Antoine n'étaient, en fait, pas identiques. Leurs avocats avaient cessé de se coordonner totalement. Ce qui, m'avait dit Sophie, était un très bon signe. Antoine avait l'air plus vieux qu'un mois auparavant. C'était la première fois que je le voyais dans un cadre juridique formel, et ce contexte l'avait dépouillé de quelque chose. Cette assurance sociale facile qui était son outil le plus efficace ne fonctionnait pas ici, dans une pièce conçue pour la précision et l'épreuve, où le charme n'avait aucune prise. Il m'a jeté un coup d'œil en entrant. Je lui ai rendu son regard sans la moindre expression, puis j'ai reporté mon attention sur mes notes. Sous les questions, la version d'Antoine concernant les transferts financiers a été exactement celle que Sophie avait prédite. Il a prétendu que l'argent servait à couvrir des frais de développement professionnel et des honoraires de conseil versés à Mélanie en tant que ici son avocat a été créatif prestataire indépendant en design dont l'entreprise fournissait des services à son cabinet d'architecture. Sophie l'a laissé expliquer cela en détail. Elle a laissé son avocat élaborer. Elle était patiente, de la façon dont elle était patiente pour tout. Totalement et structurellement patiente. Puis elle a présenté les relevés bancaires. Tous. 6 années de transferts croisés avec les relevés de compte personnel de Mélanie, croisés avec l'absence de tout numéro ciré ou de déclaration d'entreprise. Aucune déclaration fiscale de paiement de sous-traitant. Aucune facture professionnelle déposée. Et, ce qui fut le travail le plus méticuleux de Thomas Chen, un schéma de date de transfert qui correspondait exactement aux dates d'inscription à l'école, aux factures médicales des pédiatres et au renouvellement du bail de l'appartement de Mélanie dans le quartier des Carmes à Toulouse. La salle est restée silencieuse un instant quand Sophie a fini de tout étaler. Maître Lemaire a déclaré « Nous souhaiterions demander une brève suspension de séance. » Bien sûr, a répondu Sophie. Pendant la pause, je me suis assise dans le couloir avec un café et j'ai regardé la ville par la fenêtre. Sophie est venue se tenir à côté de moi. Elle n'a rien dit. Moi non plus. Nous avions toutes les deux compris que quelque chose venait de basculer. À la reprise, les fissures étaient visibles. L'histoire d'Antoine avait été ajustée. Pas substantiellement, juste assez pour qu'elle contredise désormais 2 choses spécifiques qu'il avait dites avant la pause. L'avocat de Mélanie, lors d'un échange séparé, a proposé une version des faits dans laquelle Mélanie pensait que l'arrangement financier avait fait l'objet d'un accord formel entre les parties. Une affirmation qui impliquait que Antoine lui avait fait des déclarations explicites, ce que l'avocat d'Antoine s'est empressé de contester. Ils se disputaient l'un avec l'autre par avocats interposés, en pleine audition, pour savoir si Antoine avait été honnête avec Mélanie, seulement avec moi, ou avec aucune de nous deux. Sophie a demandé directement à Mélanie, pour que ce soit acté au procès-verbal, « Étiez-vous au courant que Madame Leroy n'avait aucune connaissance des transferts financiers vers votre compte ?» Mélanie a regardé son avocat. Son avocat a dit, « Ma cliente ne répondra pas à cette question. » Étiez-vous au courant que les fonds transférés sur votre compte provenaient d'un compte joint conjugal? Ma cliente ne. Étiez-vous au courant, a repris Sophie,
avec cette insistance patiente qu'elle utilisait quand elle voulait graver quelque chose dans le marbre, à un quelconque moment au cours de cette période de 10 ans, que monsieur le roi prétendait à son épouse que ces fonds n'existaient pas. Silence. Et là, au grand effroi de son avocat, Mélanie a lâché, il m'a dit qu'elle savait. Antoine s'est figé. Il vous a dit que madame le roi était au courant de l'arrangement financier? A demandé Sophie. Il a dit. Mélanie s'est arrêtée, a regardé Antoine, et pour la première fois, j'ai vu passer sur son visage quelque chose qui n'était ni calcul ni performance, quelque chose de plus brut, de plus en colère. Il a dit qu'elle avait accepté. Que c'était? Elle s'est arrêtée à nouveau. Que c'était quoi? A demandé Sophie. La main de son avocat s'est abattue sur la table. Nous prenons une pause. Mais la phrase planait déjà dans la pièce. Déjà consignée au dossier. Il lui avait menti à elle aussi. Il avait dit à Mélanie que je savais. Que j'avais consenti à un arrangement auquel, bien sûr, je n'avais jamais souscrit. Il avait construit sa double vie sur 2 fondations de tromperie distinctes, une pour chaque femme. Et maintenant, ces fondations se fracassaient l'une contre l'autre dans une salle de conférence, pendant que ses avocats essayaient de limiter les dégâts. J'ai regardé Antoine. Il ne me regardait pas. Il fixait la table. Je n'ai ressenti aucun triomphe. Pas encore. Ce que j'ai ressenti était plus simple, la satisfaction d'avoir eu raison, d'avoir construit un dossier solide, minutieux et réel, et d'être là quand il avait percuté la vérité. L'offre de règlement qui est arrivée 2 semaines après l'audition était un document complètement différent du premier. Fini le jargon formel conçu pour me faire sentir chanceuse d'accepter 30 centimes pour chaque euro volé. À la place, des concessions ligne par ligne, la véritable dimension de ce qu'était réellement le dossier. Sophie m'a appelé chez moi un mardi soir. Ils ont fait des concessions majeures, a-t-elle dit. Voulez-vous que je vous détaille ça? Oui, je le voulais. Je me suis assise à ma table de cuisine avec Gaston à mes côtés et j'ai écouté pendant qu'elle décrivait ce que les avocats d'Antoine étaient maintenant prêts à accepter. Et j'ai compris, pas exactement avec satisfaction, mais avec une profonde reconnaissance apaisée, que le processus d'expertise comptable avait fonctionné, que les preuves avaient fonctionné, que l'audition avait fonctionné. Le traçage méticuleux des 6 années de transfert par Thomas Chen avait rendu la plainte pour dissipation des biens presque impossible à contester devant un tribunal. Les avocats d'Antoine avaient fait le calcul et conclu qu'un procès lui coûterait plus cher, dans tous les sens du terme, qu'un accord. Ce que prévoyait l'accord, la maison de Nansouty serait vendue et je recevrais 60% du fruit de la vente, le tribunal ayant accepté l'argument de Sophie selon lequel ma contribution au foyer avait été disproportionnée pendant les années où Antoine détournait des fonds. Une compensation financière représentant la dissipation des biens communs, 147 000 euros, qui était le chiffre final de Thomas Chen après 6 années complètes de transferts prouvés. Cette somme devait être payée en totalité sous 90 jours. Mes propres économies et mon ancienneté pour la retraite restaient intouchées. Les comptes épargne et l'assurance vie d'Antoine seraient divisés, une partie me revenant. Une prestation compensatoire pendant 4 ans, calculée à un taux que Sophie a qualifié de très approprié compte tenu de la durée du mariage et du préjudice financier démontré. Antoine a signé, son avocat a signé. Le dossier est passé devant le juge aux affaires familiales qui a examiné les termes et les pièces justificatives, y compris le rapport d'expertise qui faisait désormais partie du dossier judiciaire, et a homologué l'accord sans modification. Le jugement a été rendu un mercredi matin d'août. J'étais au tribunal. Sophie était à mes côtés. Le juge a regardé brièvement les 2 parties et a déclaré « L'accord est homologué. Cette affaire est close ». Je suis resté assise un moment alors que la salle commençait à se vider. Sophie a posé brièvement sa main sur mon avant-bras. « C'est fini », a-t-elle dit. Mais les conséquences pour Antoine ne se sont pas arrêtées aux portes de ce tribunal. Les dossiers judiciaires laissent des traces publiques. Ce n'était pas quelque chose que les avocats d'Antoine avaient pu empêcher, malgré leurs tentatives. Sophie s'était opposée à chaque motion visant à imposer le sceau du secret, et le juge avait convenu avec elle qu'il n'y avait aucune raison impérieuse de soustraire au dossier public cette faute financière. 147 000 euros de transfert documenté vers une femme qui n'était pas son épouse, tiré des comptes du couple sur 6 ans. C'était inscrit dans le jugement. Il a fallu 3 semaines pour que quelqu'un au cabinet d'Antoine le découvre. Je ne sais pas qui a cherché ni pourquoi, si c'était de la curiosité ou quelque chose de plus intentionnel. Ce que je sais, c'est que début septembre, le nom d'Antoine a disparu du site internet de son cabinet.
Une de mes collègues, dont le mari travaillait dans l'immobilier commercial, l'a mentionné en passant, sans connaître tout le contexte. Tu ne connaissais pas quelqu'un chez Caldwell et AMP, associés? J'ai entendu dire qu'un de leurs associés seniors était parti. Une histoire d'argent un peu louche. J'ai répondu que j'avais entendu quelque chose de similaire. Jen suis resté là. La situation de Mélanie m'est apparue clairement au fil du temps via des sources que je n'avais pas cherchées. Des connaissances communes à Toulouse qui connaissaient des gens de son entourage, un parent d'élève dont la sœur travaillait dans son quartier. L'histoire qui a émergé était la suivante: quand le procès-verbal de l'audition est devenu disponible, plus précisément la partie où Mélanie avait déclaré officiellement que Antoine lui avait dit que j'étais d'accord pour cet arrangement, Antoine avait rapidement tenté de recadrer les choses entre eux. Il l'avait apparemment contacté avec une version des faits dans laquelle son témoignage avait ruiné son dossier et sa capacité à subvenir aux besoins des enfants à l'avenir. Il lui en avait fait porter la responsabilité. Elle l'avait cru à mon sujet pendant 10 ans. Il semblait qu'elle avait un peu plus de mal à le croire à son propre sujet. Au moment où le divorce a été finalisé, ils n'étaient plus ensemble. Je le sais non pas parce que j'ai cherché l'information, mais parce que c'était tout simplement la logique implacable de ce qui s'était passé dans cette salle de réunion. Il avait été démasqué comme quelqu'un qui mentait aux deux femmes sur les deux femmes, et l'architecture d'intérêt mutuel qui avait maintenu leur arrangement en place n'avait pas survécu à cette révélation. Elle se retrouvait avec 2 jeunes enfants et le bail d'un appartement qui avait été financé par l'argent d'un mariage, lequel argent faisait désormais l'objet d'un jugement judiciaire. Quoi qu'elle ait cru construire, cela avait exigé la tromperie continue d'Antoine pour pouvoir exister. Sans cela, la forme était différente. Je n'avais pas pitié d'elle, mais je n'éprouvais pas de haine non plus. Je ressentais quelque chose de bien plus petit et de plus honnête. Le constat fatigué qu'il n'y avait de main propre nulle part dans cette affaire, et que j'étais la seule à n'avoir jamais eu le choix d'y être impliquée. Le jugement m'a été payé en totalité en octobre. J'ai déposé le chèque, je me suis assise dans ma voiture sur le parking de la banque, et je suis rentré chez moi. J'ai déménagé de la maison de Nansouty en novembre, 6 semaines après l'encaissement. La maison s'est vendue rapidement. Le marché bordelais était favorable, et je suis ressorti de la signature avec assez d'argent pour mettre un apport substantiel sur un endroit plus petit dans le quartier de la Bastide. Une échoppe rénovée à 3 rue de la Garonne, avec un bout de jardin que Gaston a immédiatement revendiqué comme son territoire souverain, et une cuisine avec une lumière bien meilleure que l'ancienne. Je l'ai peinte moi-même cet hiver-là. Une amie m'a aidé le week-end, une femme nommée Léa, que j'avais rencontrée au groupe de parole et qui, à ce stade, était devenue l'une des plus belles amitiés de ma vie d'adulte. Nous avons mis de la vieille musique et nous avons peint les murs dans un ton terre cuite chaleureux pour le salon et d'un vert profond pour la cuisine. Et je me souviens m'être reculé à la fin du 2e week-end en pensant, ceci est à moi. Pas à nous. Pas soumis à une quelconque négociation, révision ou revendication parallèle secrète. À moi. L'année scolaire qui a suivi a été la meilleure que j'ai eue depuis 10 ans. Ça m'a surprise. Je m'attendais à me sentir épuisé, diminué, comme une femme au lendemain d'un grand désastre. Au lieu de ça, je me suis senti, pour la première fois depuis des années, pleinement présente dans ma classe. J'ai arrêté de traverser mes journées comme si j'étais derrière une vitre. Mes élèves l'ont remarqué, même s'ils n'en connaissaient pas la raison. J'ai eu des réponses plus engagées, de meilleures discussions, et quelques petits mots de fin d'année d'élèves que j'ai gardés dans le dossier de mon tiroir de bureau. J'ai postulé pour un poste de coordinatrice de matière que je repoussais depuis des années, en me disant toujours que le moment n'était pas le bon. Je l'ai obtenu. Ça s'accompagnait d'une modeste augmentation de salaire et, plus important encore, du sentiment que j'avançais de manière délibérée plutôt que de simplement survivre. Jeanne est venue passer un long week-end au printemps. Nous étions assises sur ma terrasse dans la lumière du début de soirée, Gaston est allé entre nous comme une descente de lit, et elle m'a dit, « Tu as l'air différente. » Différente comment? Elle a réfléchi. Comme toi-même, a-t-elle dit. Et j'ai enfin compris ce qu'elle voulait dire. Les années d'anxiété en arrière-plan, cette vigilance sourde que je n'avais jamais vraiment nommée, toujours à interpréter, expliquer et m'interroger, tout cela s'était tu. J'avais vécu avec ça depuis si longtemps que je ne reconnaissais même plus que c'était anormal. Maintenant que ça n'était plus là, je pouvais sentir la différence. Comme lorsqu'on ne se rend compte qu'un bruit était gênant que lorsqu'il s'arrête. J'avais parfois des nouvelles d'Antoine indirectement, comme les nouvelles voyages dans une ville où l'on partage un monde professionnel avec quelqu'un pendant une décennie. Il n'avait pas été pris comme associé dans un autre cabinet. Pour autant que l'on sache,
il avait lancé quelque chose de plus modeste, à son compte, ne faisant que du résidentiel. Le genre de travail qui est honorable, mais qui représente une grande dégringolade par rapport à l'endroit où il était, par rapport à la trajectoire qu'il avait suivie. Son dossier financier public le suivait. C'est souvent le cas dans les cercles professionnels. Je ne suivais pas ça de près. Je n'en avais pas besoin. Je ne le mentionne que parce que c'était l'issue logique. Pas une ruine cinématographique, pas un effondrement dramatique, mais la conséquence ordinaire et persistante d'avoir fait quelque chose qui était désormais consigné dans les archives judiciaires. La réputation se construit lentement et s'érode de la même façon. Il porterait ce poids. C'était suffisant. La situation de Mélanie était plus difficile au dire de tous. Et là, je ressens effectivement toute la complexité de la chose. Elle avait construit sa vie autour d'un arrangement qui exigeait l'engagement continu de mon mari. Et quand la structure a été exposée, l'engagement s'est évaporé avec. Elle élevait 2 enfants en grande partie seule, travaillait, et naviguait à travers un accord de pension alimentaire que Antoine avait apparemment déjà contesté. Les enfants avaient toujours leur père, je suppose que c'était déjà ça, mais la vie qu'elle croyait construire, celle pour laquelle elle avait écrit « Il m'a choisi pour me l'annoncer », ressemblait considérablement moins en pratique à ce qu'elle avait imaginé. Je pensais à elle parfois de la façon dont on pense à la forme d'une cicatrice après qu'elle a guéri. Pas avec colère, avec quelque chose qui était presque pas tout à fait de la pitié, pas tout à fait de la compréhension mais la reconnaissance qu'elle avait été utilisée aussi à sa manière, qu'elle y avait aussi participé, que ces 2 choses étaient vraies simultanément, et que je n'avais pas à les résoudre. J'ai recommencé à courir, une chose que j'avais arrêtée au début de la trentaine. Tôt le matin avant les cours, Gaston trottinant à mes côtés dans les rues de la Bastide pendant que la ville s'éveillait. J'ai commencé à cuisiner de manière plus délibérée, pas des repas pour 2, pas la gestion habituelle des préférences de quelqu'un d'autre, mais la nourriture que j'avais sincèrement envie de manger. Des plats que je préparais le dimanche après-midi avec de la musique et sans contrainte de temps. Des petites choses. Ça a l'air de rien quand je les décris, mais c'était la substance même d'une vie reconquise, et je connaissais leur valeur d'une manière que je n'aurais jamais pu soupçonner avant de faillir les perdre. J'avais 42 ans. Je me sentais plus moi-même à 42 ans que je ne l'avais été à 35 ou même à 30. C'était le cadeau inattendu dans tout ça. Pas l'issue que j'aurais choisie, mais réelle malgré tout. Et j'avais passé ce fameux appel. Un mardi pluvieux de novembre, avec un SMS dévastateur sur mon écran et un Golden Retriever à mes pieds, j'avais décroché le téléphone et appelé non pas dans la panique, non pas dans la rage, mais avec la froide lucidité de la première décision prise. Cet appel avait été le commencement de tout ce qui a suivi.